Voilà, nous venons d'entendre un extrait du discours hier en inauguration du SPACE, le Salon international des productions animales à Rennes, un discours recueilli par France Bleu Armorique du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. Brigitte Gauthier, bonjour. Nous allons essayer de combler ce soir. On ne va pas avoir cette prétention pour l'ensemble des débats autour de cette question-là, mais on va essayer de combler ce que vous appelez le fossé artificiel qui est créé, selon vous, par les industriels de la viande entre, d'un côté, les véganes, par exemple, et de l'autre, les bouchers ou les éleveurs. Vous avez en face de vous une éleveuse, agricultrice en polyculture élevage dans l'Orne, Anne-Cécile Suzanne. Vous êtes également consultante. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Et puis, Damien Baldin sera là également. Il est historien, auteur de l'histoire des animaux domestiques. Vous pointez du doigt une responsabilité qui est extérieure d'une certaine façon en disant c'est bien l'industrie de la viande qui est responsable de ce fossé entre ceux qui ne veulent plus en manger de cette viande, par exemple les véganes, et ceux qui aujourd'hui condamnent par cette pétition l'élevage industriel, et ceux qui font métier de la vendre, boucher, ou de l'élever, les éleveurs. Oui, L214, on est une association qui souhaite défendre les animaux, qui remet en question le fait de considérer les animaux comme des ressources à sa disposition et qui, dans le même temps, parmi les objectifs qu'on peut avoir intermédiaires, si je puis dire, il y a essayer de faire reculer la cruauté qui est structurelle finalement aujourd'hui dans un certain nombre de méthodes d'élevage, notamment justement ce qu'on a défini comme l'élevage intensif avec une définition un petit peu simple, mais pour qu'elle puisse être comprise de l'ensemble des gens, c'est-à-dire juste cette forme d'élevage qui ne laisse aucun accès à l'extérieur aux animaux. Et en fait, des défenseurs des animaux, il y en a plein, et ça ne dépend pas forcément de leur façon de se nourrir, du chemin qu'on parcourt les uns et les autres, les remises en question qu'on fait. Et on se rend compte que le clivage n'est pas entre d'un côté les véganes et de l'autre finalement le reste du monde qui continue de consommer de la viande, mais bien entre les tenants aujourd'hui d'un modèle d'élevage productiviste et qu'on essaye de cacher en nous disant que la France, elle serait exceptionnelle, alors qu'aujourd'hui on a 80% des animaux qui sont dans des élevages sans accès à l'extérieur, des animaux qui sont de souche à croissance rapide, qu'on alimente de façon à les faire grossir plus vite, produire plus, au détriment même de leur bien-être et des autres cause aujourd'hui sur la question de l'environnement, du climat. Le GIEC l'a encore rappelé il n'y a pas longtemps, sur des revenus des éleveurs qui sont absolument scandaleux au vu du travail qu'ils produisent, etc. Il y a tout un tas de raisons qu'on pourra développer et qu'on développe justement dans le livre. Exactement, quand la fin ne justifie plus les moyens, mais néanmoins, il y a aussi des méthodes d'action, et on parlait hier à propos de ce qui se passe dans les urgences, des méthodes d'action très originales qui ont été mises en place depuis plus de 6 mois par les grévistes des urgences. Vous avez des méthodes d'action, et il y a des associations qui ne sont pas forcément L214, qui sont des méthodes qui sont particulières et qui ont été parfois condamnées. Il y a aussi Boucherie Abolition, tous ceux qui viennent casser ou taguer les vitrines des bouchers. Évidemment, ça n'a pas la fonction de vous raccommoder, de passer au-dessus du fossé, justement, vis-à-vis des bouchers ou des éleveurs, quand il y a des méthodes comme cela. Alors c'est clair qu'L214 base son action sur la bienveillance, c'est-à-dire qu'on va dénoncer un système, pas des personnes, et on va toujours être dans le dialogue. On a beaucoup d'éleveurs qui nous appellent, qui témoignent auprès de nous. La plupart des images qu'on obtient, c'est grâce à eux, grâce à des ouvriers d'abattoirs qui en fait n'en peuvent plus. Hier c'est encore, vous qui faites sortir très souvent des images En fait, nous, ce qu'on veut, c'est mettre dans les mains des gens des données, des faits, et donc on va aller chercher par des enquêtes de terrain, on va aller chercher dans la presse professionnelle, on va aller chercher dans des études scientifiques, dans la réglementation, des données pour pouvoir poser un constat le plus sincère possible et montrer que, aujourd'hui, en tout cas, en France, la majorité des gens sont opposés à l'élevage intensif et pour autant, on n'avance pas du tout sur cette question-là. Et Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, donnait une interview il y a quelques jours sur RTL, c'était le 4 septembre dernier, où elle dénonçait la multiplication des intrusions de militants véganes dans les élevages. Depuis le début de l'année 2019, c'est plus de 30 intrusions en élevage de la part de commandos très jeunes qui sont véganes, qui sont violents, qui viennent dans les élevages la nuit
ou le jour des rameaux, 14 heures dans un élevage de l'Eure, et qui ont lâché des porcs dans la nature. Donc ces jeunes et ces gens-là se permettent n'importe quoi, filment en caméra infrarouge la nuit, montrent des images qui ne sont pas représentatives de l'élevage parce qu'elles sont filmées la nuit en effrayant les animaux. Ils font prendre des risques inconsidérés à l'élevage français puisque aujourd'hui nous sommes soumis à des règles de biosécurité pour des raisons sanitaires. Nous devons être irréprochables et eux se permettent n'importe quoi. Donc ça ne peut plus durer. On parlait l'autre jour à propos d'actions non violentes lors du G7 de la possible connivence entre acteurs non violents, et vous dites L214, nous ne sommes pas violents, et d'autres qui poussent la même cause mais de manière plus violente. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces actions qui sont peut-être parfois beaucoup plus radicales que les vôtres au point de vue de la violence ? Je pense que c'est souvent les mêmes idées qui s'expriment de façon différente, effectivement, mais de la même façon, quand vous avez des mouvements d'éleveurs et que vous avez des dégâts qui sont faits, qui se montent à parfois plusieurs millions d'euros sur des autoroutes ou sur un centre des impôts, une MSA, en empêchant même les pompiers de venir intervenir sur un incendie, ça c'était il y a quelques années, vous n'allez pas pour autant condamner l'ensemble des personnes qui font des revendications et vous allez écouter leurs revendications. Enfin, ça n'a rien à voir finalement. Anne-Cécile Suzanne, vous êtes agricultrice en polyculture élevage dans l'Orne. Vous avez 180 hectares, dont 100 de prairies, 90 mères qui sont blondes d'Aquitaine. Vous avez 230 bovins au total. Donc vous êtes intéressée à cette question directe de l'élevage. Vous êtes intervenu pas mal de fois dans la presse, récemment au Figaro, au Monde, dans des tribunes, pour pouvoir à la fois dire votre opposition au CETA, par exemple, au Mercosur, à ces traités internationaux donc, qui vont libéraliser le commerce international, en particulier de la viande, pour aussi dire votre opposition à certaines des positions de L214, si par ailleurs vous affirmez qu'il y a des constats avec lesquels vous êtes d'accord, Anne-Cécile Suzanne. Oui, tout à fait. En fait, Madame Gauthier, je suis d'accord avec vous sur une partie de vos propos. Donc, en soi, l'élevage intensif n'est pas compatible avec vraiment un bien-être animal, n'est pas compatible également avec une bonne préservation de l'environnement. Même si l'élevage industriel ou intensif tend à être plus vertueux en Europe que dans le reste du monde. Mais pour autant, il a vocation à perdurer, parce qu'il va falloir nourrir la population mondiale. Donc là-dessus, on aura du mal à y mettre fin, et si on y met fin en France, on aura vocation à accroître l'élevage industriel dans d'autres parts du monde. Donc il ne s'agit pas de culpabiliser les éleveurs qui aujourd'hui ont un mode de production industriel ou intensif, parce que finalement, ils y sont encouragés. Ils y sont encouragés depuis des années. Certains ont investi pour des durées de 20 à 30 ans, et sont aujourd'hui... Vous êtes depuis 6 ans, vous, éleveuse ? Oui. Et donc, vous avez, vous aussi, beaucoup investi pour avoir ce troupeau. Vous avez récupéré, donc, à la mort de votre père, l'exploitation. Vous avez beaucoup investi, vous avez beaucoup emprunté. L'agriculture repose sur un taux d'endettement assez élevé, parce qu'on est obligé de renouveler constamment notre matériel ou autre. Après, sur les bâtiments en soi, parce qu'on parle de bâtiments, quand on parle d'investissement à 20-30 ans, personnellement, je n'ai pas particulièrement investi dans le sujet. Mais beaucoup d'éleveurs l'ont fait et sont aujourd'hui directement touchés par des propos abolitionnistes ou des propos qui sont contre l'élevage intensif, mais en fait, ils sont pris dans un système de production de données. Et c'est impossible pour eux d'arrêter dans les 5 ans. Ça, c'est la première chose. Puis d'autre part, avec des accords tels que le CETA ou le Mercosur, on encourage nos agriculteurs à s'industrialiser, à intensifier leur production pour être toujours plus productifs. Et aujourd'hui, c'est finalement les acteurs les plus vertueux, les petits élevages, qui sont les plus en difficulté, alors même que souvent, ils reposent sur un mode de production extensif, traditionnel. Et je veux juste revenir sur un point, parce que quand on dit 80% d'élevage intensif en France, on se dit que c'est quasiment la totalité de l'élevage. Et finalement... Mais d'ailleurs, on a du mal à savoir ce que c'est qu'un élevage intensif. Et au-delà de ça, en fait, parce que j'ai lu votre livre avec attention, il y a des choses vraiment que j'ai vraiment partagées, mais je suis aussi allée voir vos sources. Et en fait, on se rend compte que dans ce chiffre, on ne prend ni en compte les bovins, ni les moutons. Ah si. Non, j'ai vraiment vérifié. Si vous comptez par animal, en fait, les bovins correspondent à 0,004%. Les moutons. Les chevaux, les moutons, les ovins, et ils représentent quasiment rien à côté du nombre écrasant de poulets qu'on tue chaque année. Dans votre calcul. Ils sont pas pris en compte. Non, je vous assure qu'ils ne sont pas pris en compte dans votre calcul. Mais dans tous les cas, vraiment, donc va falloir le revoir. Mais non, je vous assure. Mais au-delà de ça, l'élevage bovin est désigné et condamné comme les autres dans vos propos. Donc voilà, il ne faut pas culpabiliser.
utilisé. Par contre, effectivement, il faut encourager un certain mode d'élevage pour moi, parce que c'est là qu'en fait, vraiment, on va diverger. Pour moi, l'élevage traditionnel, l'élevage extensif qui repose sur l'utilisation des prairies, sur la plantation de haies, sur l'entretien des estives, etc., a une vocation vraiment positive sur l'environnement, sur la santé des personnes, sur le bien-être animal. Donc on n'est pas dans le moindre mal pour moi, on est sur un moyen absolument crédible de satisfaire l'intérêt général. Damien Baldin, vous avez travaillé en tant qu'historien pour cette histoire des animaux domestiques sur 2 siècles, 3 siècles même d'histoire dans la relation de l'homme à l'animal. Ces questions se sont posées relativement tôt, de la maltraitance à l'animal, de la façon dont on peut les protéger. Dès le milieu du 19e siècle, une loi tente justement de régler ce problème de la maltraitance en public des animaux, puis ensuite on va améliorer justement ce rapport à l'animal. Cette question-là, de la manière dont se met en place cet élevage intensif, cette sélection des races aussi au 19e siècle, ces concours agricoles qui vont conduire justement à avoir des races de plus en plus performantes, qui vont produire de plus en plus pour pouvoir nourrir de plus en plus de monde. Tout ça, c'est une question qui remonte à 1 siècle et demi à peu près, Damien Baldin. Oui, ce que nous écoutons là depuis tout à l'heure est aussi le témoignage d'un grand éloignement de nos sociétés urbaines avec les enjeux des paysans, avec les enjeux des territoires ruraux. Et le 19e siècle, dans cette perspective, est très important. D'abord parce que c'est au 19e siècle que les prairies, littéralement, ce peuple d'animaux, que la croissance agricole prend tout son essor, accompagne également de la croissance industrielle. De la sélection. Mais dans des structures agraires, notamment au XIXe siècle, où règne encore la petite propriété familiale et la grande familiarité des éleveurs avec leurs animaux, et la grande familiarité de toute une société, y compris la société urbaine. Il faut rappeler que les grandes villes, jusqu'au début du XXe siècle, ressemblent à des grandes fermes. Et donc, il y a cette familiarité et cette connaissance du travail de l'éleveur et de l'agriculteur. Et connaissance de l'animal, de la manière dont on doit le mener, dont on doit l'ordonner, parce que le mettre en ordre pour qu'il soit le plus efficace possible, tout ça, ça se met en place dans ces années de la deuxième moitié du 19e siècle en particulier. Oui, et s'accompagne cela l'essor de l'agronomie, de la science qui est censée justement améliorer la productivité des animaux, de la zootechnie. C'est également l'essor, il faut le rappeler, de la médecine vétérinaire et de l'apparition de ces acteurs absolument fondamentaux que sont les vétérinaires, et de toute la politique d'hygiène publique qui va se mettre en place tout au long du 19e et du 20e siècle et qui va aboutir au contrôle par les pouvoirs publics des activités d'élevage et également des activités d'abattage. Mais quand cela seront-ils, d'une certaine façon? C'est-à-dire, on voit bien quand on vous lit qu'il y a un moment où on va petit à petit séparer ces activités, cette activité où les urbains connaissent les animaux, où on les fréquente, on a non seulement des animaux de compagnie, mais on a aussi des chevaux, des vaches, des moutons qui circulent dans la ville. Quand est-ce que ça se rompt tout cela, au bout du compte, pour que on assiste à ce fossé dont on parlait tout à l'heure avec Brigitte Gauthier, de méconnaissance au minimum, et peut-être d'hostilité parfois entre les uns et les autres? Alors, c'est évidemment une histoire du temps long, et l'exemple, à mon avis, le plus marquant, c'est celui de l'abattage des animaux de boucherie. À partir du tout début du 19e siècle, lorsqu'on impose pour la première fois, notamment à Paris, des abattoirs communaux, il y a un éloignement des tueries, des lieux où l'on n'abat les animaux. Il faut se souvenir qu'au XVIIIe siècle, on tuait les animaux à Paris, au bord de la Seine, et on mettait leurs tripes dans la Seine en même temps qu'on allait s'y baigner, et on buvait cette eau. Il n'y a pas encore de distorsion entre celui qui vend la viande, le boucher, celui qui la travaille, et celui qui l'abat. Et cet éloignement progressif du spectacle de la violence et du spectacle de la mise à mort des animaux, il commence en ce début du 19e siècle, et il aboutit à cette quasi-invisibilité que notamment L214 nous remontre ici et nous redonne à voir le spectacle de cette mise à mort qui était familière et commune au début du 19e siècle. Brigitte Gauthier, justement, sur cette méconnaissance qui finit par surgir au visage de tous les urbains et de tous ceux qui regardent la télévision par l'intermédiaire des images de L214 et qui met
en accusation. Donc ceux qui pratiquent cet abattage et qui, d'une certaine façon, ne se posaient même pas la question pour beaucoup d'entre eux de ce qu'ils faisaient. Ils le faisaient souvent mécaniquement dans un contexte de productivité où il fallait tuer le plus d'animaux possible en le moins de temps possible, Brigitte Gauthier. Je suis déjà pas d'accord avec vous sur le fait que les gens le font, en tout cas les ouvriers d'abattoir l'auraient fait sans se rendre compte ou de façon tout à fait mécanique. Ah non, ils s'en rendent compte, effectivement. Ils s'en rendent compte et la plupart d'entre eux sont malheureux là-dedans. Bien sûr. On ne choisit pas le métier d'abatteur. Il n'y a pas d'école d'abattage aujourd'hui et ce sont plutôt des gens qui sont assez peu qualifiés qui y sont. La majorité des animaux, et je persiste et je signe, en fait, sont dans des bâtiments aujourd'hui. Donc même quand vous vous promenez à la campagne, vous voyez encore de temps en temps quelques vaches dans les prés, mais les autres animaux, qui aujourd'hui a vu des cochons gambader dans un immense pré? Ben non, les cochons, ils sont tous à l'intérieur. 95% d'entre eux, et je parle en nombre d'animaux, sont à l'intérieur. 83% des poulets sont à l'intérieur. Et les gens aujourd'hui, vous avez bien fait de le souligner, ne vivent pas de leur travail. Même les éleveurs, ils ne veulent plus de ce modèle, puisque aujourd'hui, dans un bâtiment d'élevage intensif, notamment dès lors qu'il s'agit de poulets, de poules pondeuses par exemple, et même de cochons, ils sont devenus techniciens d'ambiance et non plus personnes qui ont des relations avec les animaux, alors que c'est pour ça qu'ils ont choisi ce métier. Et l'impossibilité de lutter contre, encore hier, les éleveurs que j'ai rencontrés me disaient moi je suis endetté à hauteur de 150 000 €, j'aimerais bien arrêter, j'aimerais bien en sortir, sauf que si je ne continue pas, voilà, un autre expliquait qu'on lui avait vendu le modèle d'élevage comme étant il allait super bien s'en sortir et tout ça, et aujourd'hui il est dans une mouise pas possible. Donc en fait, et nourrir les humains. Aujourd'hui, notre planète, elle peut supporter le nombre d'humains qu'on est, mais elle ne peut pas supporter ce même nombre qui consommerait de la viande comme on le fait aujourd'hui en France. Voilà. Et après, il y a la question d'éthique vis-à-vis des animaux, sur laquelle on ne sera probablement pas d'accord, puisque nous, on considère que les animaux ne devraient pas être considérés comme des ressources à notre disposition. Mais ça n'empêche pas que peut-être sur un bout de chemin, on peut travailler ensemble pour faire des conditions de vie moins pires aux animaux et atténuer les impacts négatifs, y compris sur les travailleurs aujourd'hui de la viande. Anne-Cécile Suzanne, en tant qu'agricultrice en polyculture élevage dans l'Orne, est-ce que vous vous considérez comme une ennemie de l'intérêt général, puisque c'est ainsi que L214 décrit l'élevage intensif, et je ne sais pas si vous faites de l'élevage intensif. Bon. Alors, pour la première question, est-ce que je me considère comme une ennemie de l'intérêt général? Bien sûr que non. Et je considère que l'élevage respectueux, traditionnel, respectueux des animaux, est au contraire un agent de l'intérêt général. Mais j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, sur mon élevage en particulier, effectivement, j'ai 90 mères, mais mes vaches vivent en plein air, donc sauf l'hiver, mais sinon elles vivent en plein air. Je connais chacune de mes vaches individuellement, je suis pleinement consciente qu'elles sont des êtres sensibles et je ne suis absolument pas une exception en France. Si on est éleveur, aujourd'hui, vu le revenu et vu le temps de travail qui est afférent à cette activité, clairement, si on n'est pas passionné par les animaux, on n'est pas éleveur. Et ça concerne à la fois, je le pense, l'élevage qui s'industrialise comme l'élevage traditionnel. Vraiment, j'en reste persuadée parce que sinon on gagne pas suffisamment sa vie pour exercer ce métier. Sur les poules pondeuses, quand vous avez un élevage de 100 000 poules pondeuses, comment vous faites pour créer une relation avec l'animal qui est dans une cage à 16 par mètre carré? Je vous ai pas interrompu. Mais donc, l'idée, dans tous les cas, c'est... Comme on le disait, aujourd'hui, il y a un mode d'élevage qui est, je crois même, quasiment le seul mode d'élevage qui est rentable aujourd'hui, c'est l'élevage industriel. Quand on est en élevage traditionnel, on a du mal, mais vraiment du mal aujourd'hui. Et on le voit, vu la disparition des élevages de petite taille qui travaillent sur un mode extensif, on a vraiment du mal à survivre. Donc aujourd'hui, la seule façon de survivre, en plus, quand on nous signe des accords de libre-échange, c'est de s'industrialiser comme tout le monde. Et là-dessus, il y a vraiment pas de doute. Donc on a beau adorer notre métier d'éleveur, on est obligé de s'adapter. Donc ça, c'est la première chose. Après, aujourd'hui, moi, je travaille sur un mode d'élevage en plein air, avec des animaux, des vaches qui élèvent leurs petits pendant 9 mois au pré, etc. Je suis en label rouge pour ça, donc j'ai entamé une démarche qualité. Mais aujourd'hui, les contraintes sont telles, notamment sur les modalités d'engraissement, sur l'alimentation de nos animaux, que le plus 40 centimes qu'on me paye au kilo, parce qu'aujourd'hui, une blonde d'Aquitaine, ça se vend 4,40,
le kilo de viande. C'est pas le prix qu'on retrouve quand on est consommateur de l'autre côté. C'est normal. Mais ça fait partie de la donne. En label, on va le vendre 4,80, 5 euros le kilo, mais vous voyez, la plus-value n'est pas suffisante pour permettre d'amortir l'ensemble des coûts inhérents à la labellisation. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans une vraie difficulté où les acteurs les plus vertueux sont ceux qui ont le plus de difficultés à survivre. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Un temps du débat qui pose ce soir la question à 18h42 sur France Culture de l'élevage intensif. L'élevage intensif est-il l'ennemi de l'intérêt général? Avec Brigitte Gauthier, cofondatrice de L214, Éthique et Animaux, avec Anne-Cécile Suzanne, qui est agricultrice en polyculture élevage dans l'Orne, et avec Damien Baldin, historien, auteur de l'histoire des animaux domestiques. Vous vouliez intervenir, Damien Baldin? Oui. Au-delà de la question de l'intérêt général, une des clés de lecture, me semble-t-il, du débat est celle d'abord de nos régimes de sensibilité. Il est évident aujourd'hui, et une fois encore, c'est l'œuvre d'un processus très long dans l'histoire, que nos sociétés tolèrent de moins en moins la souffrance qui est faite aux animaux. Et deuxième lecture aussi très intéressante pour éclairer ce débat, me semble-t-il, c'est aussi la lecture sociale qui est à l'œuvre dans ce débat, et le sentiment chez les agriculteurs d'une stigmatisation qui viendrait d'une élite cultivée, urbaine, et c'est un phénomène... On entendait Didier Guillaume qui disait les bobos urbains, quand ils viendront chez vous, ils verront qu'il n'y a plus rien puisque vous ne tenez plus, la campagne ne sera plus tenue parce qu'il n'y aura que des animaux en liberté et qui détruiront cette campagne, en l'occurrence, disait-il. Mais au-delà de ces stéréotypes, c'est ce que nous retrouvons dans la première moitié du 19e siècle, lorsque s'élaborent les premières lois de protection des animaux. Qui avec la SPA en 1845. De notables extrêmement éclairés, que ce soit en Angleterre ou en France, et qui stigmatisent la violence populaire exercée notamment sur les chevaux. On la retrouve à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, lorsque les vétérinaires imposent des modes d'abattage aux ouvriers des abattoirs et aux bouchers en leur expliquant qu'ils maltraitent les animaux et que leurs méthodes ne sont pas des méthodes qui sont appropriées. Vous voulez dire qu'il y a un discours de classe ? Il y a évidemment, historiquement, il y a toujours eu un discours de classe sur cette question-là, parce que c'est les personnes qui revendiquent cela appartiennent à des catégories sociales plutôt éclairées, et qu'elles, en tout cas, par ces revendications-là, rejouent des luttes de classe qui sont extrêmement fortes. Est-ce que vous avez l'impression, lorsque vous discutez, Brigitte Gauthier, avec des éleveurs, y compris des éleveurs intensifs, d'être membre d'une classe qui juge une autre classe qui serait forcément inférieure à la vôtre, par exemple? Non, pas du tout. Et puis, il y a beaucoup de militants aujourd'hui qui défendent les animaux, qui viennent de familles où, justement, les grands-parents étaient éleveurs. Enfin, la plupart d'entre nous... on vient de la campagne, on a bien connu nos grands-parents tuer les lapins, les poules, élever les vaches. Sébastien, mon compagnon, ses grands-parents, d'un côté, il avait un éleveur laitier, de l'autre côté, il avait un boucher et maquignon. Donc, on voit très bien. Et aujourd'hui, ce que vous dites sur la sensibilité, c'est vrai qu'il y a une sensibilité accrue. Mais cette sensibilité accrue, déjà, c'est le sens de l'histoire, où on est de plus en plus attentif à ce qui se passe aussi aux autres êtres humains autour de nous et aussi aux autres animaux. Mais c'est aussi des études scientifiques, aujourd'hui, qui nous disent que les animaux sont doués de sensibilité, qu'ils ont une conscience. Et c'est un peu artificiel d'essayer de dire « Ah, les bobos, etc. » Enfin, c'est péjoratif. Nous aussi, on pourrait se sentir agressés, stigmatisés, du vegan bashing, etc. Enfin, c'est pas le propos. Pourquoi ne pas entendre les arguments simplement et essayer d'avoir un débat d'idées? On dénonce un système, on est là pour pas ça. Des personnes. Anne-Cécile Suzanne. Oui, la notion de confrontation de classe, ou en tout cas, nous on l'aperçoit clairement dans les campagnes. Et le grand drame de l'agriculture aujourd'hui, je l'ai dénoncé d'ailleurs dans une tribune, c'est que tout le monde s'estime habilité, parce qu'effectivement il avait un grand-parent ou un arrière-grand-parent ou même un parent en campagne, agriculteur, à parler
agriculture. Pour les agriculteurs d'aujourd'hui, à parler pour ceux d'aujourd'hui. Mais tout à fait. Et c'est là la difficulté, parce que l'agriculture est quand même un sujet un petit peu compliqué. Donc pour vraiment comprendre tous les enjeux, il faut être un petit peu dedans. Alors moi, je fais visiter ma ferme tous les week-ends, absolument tous les week-ends. Et vous êtes obligé, pour faire comprendre ce qu'est une ferme aujourd'hui, d'expliquer le marché international, d'expliquer la bourse de Chicago pour les céréales, d'expliquer, etc., pour faire comprendre que la mondialisation a touché l'agriculture et que vous en êtes aussi à la fois des bénéficiaires parfois et des victimes d'autres fois. Exactement. Et aujourd'hui, si on veut une mondialisation durable, comme on appelle ça, il y a effectivement une vraie réflexion à engager sur les élevages. Donc aujourd'hui, quand on dit que la consommation de viande à l'échelle mondiale n'est pas soutenable, effectivement, mais en fait, la non-consommation de viande ne serait également pas soutenable, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on va aller prélever des algues riches en calcium pour alimenter les personnes qui ne veulent pas consommer de produits laitiers. Donc ça a un effet aussi désastreux sur l'environnement. C'est une faible quantité de personnes au jour d'aujourd'hui, mais si on systématisait ce mode d'alimentation, ce serait tout aussi désastreux qu'une hyper-consommation de viande industrielle aujourd'hui. Donc je crois que là, aujourd'hui, il faut essayer de trouver effectivement un dialogue et des solutions un petit peu médianes. Donc, mais comment trouver ce dialogue? Parce qu'on voit bien que vous arrivez à discuter même si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est vrai qu'au niveau auquel est parvenu, pourrait-on dire, l'inimitié, voire parfois la friction entre les tenants des uns et des autres des deux partis, c'est difficile de dialoguer. On entend les ministres, on entend les responsables de la FNSEA, de la coordination rurale ou d'autres syndicats qui sont, disons, très remontés. Ils disent que ça peut mal finir parfois. Mais parce que finalement, l'exploitation d'un agriculteur, c'est sa vie aussi. C'est sa vie qu'il voit se faire détruire progressivement. Donc il y a une vraie sensibilité. Et de même, quand on voit des images choquantes d'animaux se faisant tuer dans des conditions abominables, il y a aussi une vraie sensibilité de ce côté-là. Donc en fait, on est dans une confrontation des sensibilités. Et forcément, ça mène à rien. Donc aujourd'hui, il faut rationaliser le débat. Et juste, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc j'aimerais l'aborder. C'est juste pour rationaliser ce sujet-là. On parle beaucoup des émissions de méthane par les élevages intensifs. Aujourd'hui, quand on est sur un mode d'élevage extensif qui repose sur les prairies vont plus que compenser les émissions de méthane des bovins. Parce qu'il y a eu des études, notamment une de The Nature of Plant Communities, c'est de 2019, qui montre en fait que sur une unité de surface donnée, la biodiversité sur une prairie pâturée est absolument incroyable. Donc aujourd'hui, les animaux, quand ils vont pâturer, ils vont à la fois, quand ils vont pâturer sur des prairies permanentes, vont à la fois avoir un bilan carbone équilibré, vont encourager la biodiversité. Et aujourd'hui, avec la disparition de l'élevage, et je vous invite à aller dans les campagnes pour le voir, toutes les prairies permanentes, progressivement, se font labourer. Et aujourd'hui, quand on laboure une prairie, on remplace par la céréale. Et on libère tout le CO2 stocké. Donc il y a un vrai sujet, et c'est urgent aujourd'hui de trouver une des solutions un peu médianes qui puisse satisfaire pour les modèles de demain. Brigitte Gauthier, ce qui est intéressant, et ce que vous tentez de dire, c'est de dire on n'a pas du tout le même objectif final. Vous êtes du côté des véganes, vous pensez qu'effectivement le véganisme c'est une solution pour l'humanité, et vous dites on peut emprunter le même chemin, mais en même temps ça paraît difficile d'emprunter le même chemin parce qu'au bout du compte il y aura bien entre guillemets une solution définitive qui interviendra, soit on deviendra tous véganes, soit on continuera à manger de la viande et de la viande d'élevage. Donc la question c'est, est-ce qu'il est possible d'emprunter un même chemin avec des gens qui n'ont pas la même finalité que vous, avec Anne-Cécile Suzanne ou avec d'autres? Oui, bien sûr, je pense que c'est tout à fait possible. Justement, avec cet appel, on a défini l'élevage intensif sur les élevages qui ne laissent aucun accès à l'extérieur aux animaux, qui ont des conséquences, on le voit bien aujourd'hui avec les rapports du GIEC, avec d'autres rapports qui sont sortis sur les algues vertes, sur les émissions d'ammoniac, sur l'antibiorésistance qui va être un véritable problème vu la faible variabilité génétique des animaux dans les élevages aujourd'hui, notamment dans les élevages intensifs. On court à la catastrophe. On court aussi à la catastrophe en termes de partage des ressources en terre et en eau. Donc je crois que oui, et preuve en est faite que sur cette pétition, il y a déjà un certain nombre d'éleveurs qui ont signé, qui ont envie de sortir du modèle de l'élevage intensif, et d'autres qu'on a rencontrés qui ne peuvent pas signer avec leur nom parce qu'ils sentent des représailles en cours, qui sont aujourd'hui éleveurs en élevage intensif
et qui n'osent pas s'exprimer. En fait, ils ne sont pas d'accord avec les syndicats. Sauf que la FNSEA, elle tient pour une bonne partie le monde agricole. Non, mais particulièrement la FNSEA. Et donc, du coup, pour eux, c'est vraiment très difficile. Et enfin, les prairies, elles sont entretenues, il faut bien le souligner quand même, par des animaux qui sont vivants. Anne-Cécile Suzanne, sur ce qu'il vient de dire Brigitte Gauthier, donc la cofondatrice de L214. Alors, j'ai une opinion un petit peu mitigée sur le sujet. Oui, moi, ce qui me frustre le plus aujourd'hui dans les débats sur la condition animale, c'est qu'effectivement, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait moyen de quand même dialoguer davantage qu'on le faisait aujourd'hui. Parce qu'à force de posture, on en vient à plus arriver à aborder le sujet du bien-être animal que sous la forme de caricature. Donc oui, on le voit, il y a une possibilité de dialogue. Et en fait, les images diffusées par L214 ont aussi vocation à faire changer certains systèmes. Quand on a vu les conditions d'abattage, quand on a vu les conditions de certains élevages, effectivement, ça a fait évoluer les choses. Et c'est une bonne chose, parce qu'en fait, quand on est un élevage respectueux des animaux, on va avoir tendance à soutenir davantage de respect, etc. Par contre, aujourd'hui, quand on va diffuser des images radicales, c'est pas seulement l'élevage industriel qu'on va toucher, c'est l'ensemble de l'élevage. C'est ce qu'on appelle l'agribashing, généralement. Et donc, aujourd'hui, parce qu'on comprend mal l'élevage, parce que l'élevage est compliqué et parce qu'il est loin de nous, on va avoir tendance à accuser l'ensemble des agriculteurs. Et là, il y a une profonde injustice, et aujourd'hui, elle est extrêmement ressentie par l'ensemble des éleveurs. Damien Baldin, c'est quand même une histoire d'un bouleversement anthropologique, pourrait-on dire. En quelques dizaines d'années, on a bouleversé le rapport des hommes et des femmes à la nature, de la nature, mettons, en moins d'un siècle en tous les cas. Et effectivement, c'est un véritable bouleversement anthropologique que de se trouver face à cette opposition que l'on connaît aujourd'hui. Oui. Même si on peut dire au 19e, il y avait déjà ce type d'opposition, il y a tout de même une radicalisation des positions qui est quand même beaucoup plus importante aujourd'hui. Et ce qui est certain, c'est que je crois même que c'est la notion même de domestication des animaux qui est mise en cause. Qui est en tout cas interrogée, fortement interrogée, alors qu'elle était une immense évidence. Vous voulez dire qu'en gros, c'est 10 000 ans d'histoire, c'est la domestication depuis le Proche-Orient qui est mise en cause par tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. En tout cas, cette idée que l'homme va domestiquer les animaux, à savoir contrôler sa reproduction pour un bénéfice matériel ou économique, eh bien, cette notion même de domestication, elle est profondément interrogée. Et donc, elle interroge évidemment les pratiques de celles et ceux dont c'est le métier. Elle interroge aussi nos propres pratiques de citadins avec nos animaux de compagnie, car les animaux de compagnie sont aussi une domestication. Il y a un chien qui vous appartient, qui est dans le studio pour l'instant, qui vous attend. Et c'est littéralement cette idée très ancrée à la fois dans les élites, mais y compris aussi dans la culture populaire, que les hommes, que vivre avec les animaux, c'est aussi vivre dans une relation de domestication. De domination. De domination, ou en tout cas, faudrait-il encore travailler aussi sur la question du bien-être des animaux. Est-ce que les animaux, certains animaux ont un bien-être positif avec la domestication ou sans la domestication? Et ça, c'est des choses qu'il faut réinterroger à l'aune aussi de la science et de l'éthologie, qui a une place très importante depuis les années 70-80. Oui, Brigitte Gauthier, sur ce que vient de dire à l'instant Damien Baldin, puis ensuite Anne-Cécile Suzanne, nous arriverons bientôt au terme de cette émission. Oui, on se pose la question en fait de ce rapport aux animaux et de ce rapport meurtrier aux animaux, du meurtre alimentaire. Pythagore, entre deux triangles rectangles, il s'interrogeait et lui-même ne consommait pas les animaux par souci du respect des animaux. Et vous disiez il y a un instant que les images, elles avaient fait évoluer les choses. Elles ont fait évoluer les mentalités. Et effectivement, on se pose de plus en plus des questions. Mais évoluer les choses, non. Aujourd'hui, au Parlement, on est bloqué par justement les lobbies de l'élevage intensif qui tiennent le Parlement, qui tiennent le gouvernement. Et on n'a même pas réussi à faire interdire les cages pour les poules pondeuses, par exemple, et des mesures qui sont pourtant soutenues par l'ensemble des gens. Anne-Cécile Suzanne.
Oui, enfin, aujourd'hui, je suis vraiment convaincue que l'État ne peut pas tout, pour reprendre une formule célèbre. Et en tout cas, il y a des démarches commerciales qui se développent de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est aussi par le consommateur, et avant tout par le consommateur, ça peut être une solution aussi. Que les choses vont évoluer, selon moi. Donc, c'est... Aujourd'hui, votre communication, les nôtres aussi, sont aussi appellent à faire évoluer les modes de consommation, à inviter les consommateurs à se rendre sur les fermes, à acheter le plus en direct possible, en tout cas à acheter local. Et tout cela, en fait, ce sont des évolutions qui sont en marche et qui ont, j'espère, vocation à s'accroître. Donc, légiférer davantage pour encore diminuer la compétitivité de l'agriculture française, je ne suis pas sûre que ce soit une solution. Par contre, encourager les consommateurs à aller se déplacer et à bien consommer, oui. Je vais vous faire sourire. On a retrouvé Chloé Cambrelin qui travaille dans l'équipe, a trouvé une archive de TF1. C'était dans Droit de réponse, 9 janvier 82. C'était il y a presque 40 ans. Et c'était entre Jean-Claude Nouette et Bernard Lambert. Écoutez. Nous avons découvert ce qu'était l'élevage intensif. Peut-on dire encore élevage? Ça n'est plus un élevage. Ça fait partie de l'industrie agroalimentaire. C'est une industrie où on ne parle plus d'animal, où on ne parle plus que de bilan, que d'amortissement des investissements, et où il faut bien dire que le plus souvent, l'animal n'est plus considéré comme une chose. C'est une machine à pondre ou une machine à faire de la viande et finalement une machine à crever. Nous, éleveurs, qui sommes des travailleurs, travaillant malgré les techniques des 10 heures, des 12 heures et des 7 jours par semaine et des 365 jours par an, ce que nous voulons, c'est gagner notre vie avec notre travail. On est d'accord pour faire de meilleure qualité, dans de meilleures conditions, qu'on nous le dise. Mais je dis aux auteurs du livre que le point faible, sans doute, est le suivant. Vous dites, pour terminer de manière assez elliptique, il faut détruire ces élevages. Attention, ça va être le grand massacre chez nous. Voilà, le titre du livre à l'époque s'appelait « Le grand massacre » et pas « Quand la fin ne justifie plus les moyens », mais c'était en 1982 dans Droit de réponse et on voit qu'effectivement le débat n'a pas beaucoup changé, en tous les cas de nature, entre un éleveur, c'était Bernard Lambert, et Jean-Claude Nouette qui avait écrit ce grand massacre. Merci à tous les trois, merci à vous Damien Baldin, merci à vous Brigitte Gauthier et merci à vous Anne-Cécile Suzanne d'être venue dialoguer autour de cette question de l'élevage intensif. Est-il l'ennemi de l'intérêt général ?